Bonjour Toulouse! Oh la vache. Bien, cette fois, j'ai pas eu à me répéter. Vous faites des progrès, au bout de 10 ans, c'est bien. Bienvenue, on est dimanche, le deuxième jour, presque là, dans le dernier sprint de ce 10e anniversaire du TGS. On va faire simple, donc je vous explique vite fait le concept, comme pour ceux qui sont venus ou qui ne sont déjà pas venus pour des conférences. L'idée est que vous me posez des questions en français, je traduirai donc pour M. Anderson en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre, les anglophones comme les non-anglophones. L'idée c'est que tout le monde puisse comprendre. Il me répond, je vous traduis, et on s'amuse. Sur ce, on va pas se leurrer, vous savez tous pour qui nous sommes là, pour qui nous sommes tous là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous demande de me faire 10 ans d'applaudissements, 10 ans de fougue et de hargne pour Monsieur Richard Dean Anderson. Oh, sit down. Hello! Thank you for that. I'll be around with, well, I was going to say, releases in a minute. Ce sera en ligne d'ici quelques minutes, donc n'hésitez pas. Donc, comme d'habitude, il y a plein de petits bénévoles aux t-shirts violets et bleus qui vont se balader au travers de la salle avec des micros. N'hésitez donc pas à vous faire bien repérer en levant la main très très haut. Voilà, ou comme ça aussi. You're safe, you're safe. Thank you. All right. Okay, so where's the microphone? Testing. Yes, we're good. We're good. Alors, gentleman on the left. What's that? Over there. Hello! Hi. Donc ma question, enfin c'est pas vraiment une question, mais je sais que vous êtes très impliqué pour la fondation Sea Shepherd. Donc j'aimerais que vous puissiez un peu vous exprimer par rapport à cette organisation. Donc voilà. He knows you have a very deep involvement with Sea Shepherd and was wondering if you had a few words to say about them. Oh, the same problem again. How can I say again? You have a big involvement with Yeah. Sea Shepherd. He was just wondering if you could just say a few words about Sure. Well, I got involved with Sea Shepherd about 15 or 16 years ago when I met Captain Paul Watson in Alaska at an event not too unlike this. Well, much smaller than this. But I heard him speak about some of his adventures after he left Greenpeace. He started Sea Shepherd. But just to hear him speak and talk with great passion about his involvement and his confrontations on the open seas with illegal whaling in particular, it got my attention and eventually got my heart. So I just started following him, and it's expanded, it's gotten much bigger. We're still by donation organization, so no corporations are supporting us. So we just go by what we can, basically what everybody donates online, etc. But it's an organization that will always do good and do what I don't know how you call it, immediate action or confrontation instead of protesting. But yeah, go online and take a look at it. It's really a wonderful, it's a wonderful thing. Alors en fait, son application par rapport à Sea Shepherd remonte à pratiquement 15 ou 16 ans lorsqu'il a eu l'occasion de rencontrer donc, le capitaine Watson qui a fondé Sea Shepherd. C'était une convention plus petite que celle-ci, mais du même genre, qui se passait en Alaska, donc dans le nord américain. Et en fait, donc, après l'avoir rencontré, avoir entendu toutes ces histoires, lorsqu'il a donc
quitté Greenpeace pour fonder Sea Shepherd, entendre ses aventures, à toutes les luttes qu'il a eues contre les baleiniers illégaux à travers les 7 mers. Voilà, il a fini par gagner sa conviction et gagner son cœur. Il a fini vraiment par le toucher humainement. Donc ça fait maintenant 15-16 ans qu'il l'aide de par continuer à parler du projet, à le faire connaître, à le médiatiser, à aider financièrement aussi, parce que c'est une association qui ne fonctionne que par dons. Il n'y a aucune corporation ni aucune entreprise qui a une quelconque emprise sur Sea Shepherd. Ils sont complètement indépendants à ce niveau-là. Donc voilà, après il ne faut pas hésiter à juste aller en ligne, voir ce qu'ils font. Stop that. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller sur le site. De ce que je sais, ils ont aussi un stand dans le salon ce week-end. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir ce qu'ils font et leur manière de travailler et toutes les luttes qu'ils font. Parce que contrairement à certains, ce sont des gens qui vont réellement s'impliquer de manière active et pas juste par simple protestation. Ils vont vraiment agir dans le but de leur lutte. Did I say that much? I may have drifted a bit. Thank you. Fix things, edit me. Ensuite, le monsieur. Bonjour d'abord. Hello. Voilà, ma question c'était, il y a eu pas mal de controverses sur toutes les expériences qu'a fait MacGyver. Donc beaucoup disent que tout ont été réussi, tout ont été comment dirais-je, décortiqués pour voir si ça fonctionnait réellement. Ensuite, il y a eu le fait que certains disent qu'il y en a certaines qui n'ont pas été véritablement faites, ça a été du montage. Donc je voulais savoir ce qui en était vraiment, si vraiment toutes les expériences qu'a faites MacGyver ont toutes fonctionné ou pas. He's wondering, there's been some kind of a controversy regarding all the experiences and all the tricks that MacGyver did on the show. Some were, let's say, tested, others were proven to be false or to be done by editing. And it was wondering, what do you know about all the experiences and all the tricks that were done on the show? Do you know if some were actually true, if all were true, or some? Yeah, I know what you're referring to, but was it really a controversy? I mean, what we did is put on a television show that was intended to entertain first, and then educate, and whatever else goes along with making a television show. We would test virtually anything that involved explosions or incendiary devices of any kind. We would test and purposely leave out one or two of the ingredients or change it so it would not actually blow up. We had an incident where I think a German mother wrote or complained about her 2 sons, or one of his sons burned his fingers, and he blamed MacGyver for it. And we did the research and found out that, you know, they did not do what MacGyver did. But I understand what you're saying. There is some, I guess, motivation to do what MacGyver does. We were as cautious as possible in doing that. There were warnings not to try this at home and that kind of thing, but we took the responsibility for it to make sure that nobody did get hurt or try to do the absurd things that we did. As far as the credibility, we would test things, and of course, at one point MacGyver had to make an ultralight airplane, and he made it out of bamboo. Well, the damn thing would just nosedive. But for the sake of entertainment and television, we made it fly. With difficulty, but it flew. So we did stretch it a little bit, but it was fun. Alors en soi, il n'y a pas vraiment de controverse parce que à la base, quoi qu'il arrive, MacGyver, le but de la série télé, c'était de divertir. C'était divertir d'abord, ensuite éventuellement éduquer les gens, leur apprendre à se débrouiller, à trouver des moyens X ou Y pour se sortir de situations particulières. Alors évidemment qu'il testait les expériences, ce genre de choses, tout ce qui était explosif ou potentiellement incendiaire.
Ils étaient obligés de le tester, d'une pour savoir si ça marchait, puis de deux pour pas se brûler eux-mêmes. Et à chaque fois dans la série, ils enlevaient un ingrédient ou deux pour éviter que des gens qui voyaient la série puissent reproduire eux-mêmes. Il y a eu effectivement une mère de famille allemande qui avait écrit, je crois, au network de la série pour dire qu'un de ses fils s'était brûlé les doigts et qu'il estimait que c'était la faute de MacGyver. Donc voilà, ils ont accepté la responsabilité parce que bon, à l'époque, c'était moins répandu le principe du ne faites pas ça chez vous les enfants. Voilà, ça faisait partie un petit peu du principe. Mais quoi qu'il arrive, ils ont essayé d'être aussi exhaustifs que possible. Ils ont testé un maximum, mais même si il y a quand même eu certaines situations, notamment un épisode de MacGyver devait créer un avion à partir de bambou. Bon, quand ils ont testé, l'avion il s'est craché, forcément. Mais bon, pour que la série fonctionne et que ça passe quand même, bah, par montage, effectivement, l'avion volait. Donc voilà, tout n'était pas forcément réalisable physiquement. Le but premier, c'était quand même de divertir. Mais voilà, il y a quand même certaines situations où non, c'était réel. Ensuite, à gauche. Bonjour. Hello. Alors, je vais poser la même question que j'ai posée à Michael Shanks. Si vous pouviez avoir un objet, un pouvoir, un véhicule de la série Stargate ou MacGyver, quel serait-il? Alors, dans le sens accessoire ou dans le sens événement réel de la série? Réel, qui marcherait pour de vrai, tout ça. I think it was last April he asked the same question to Michael Shanks, which was if you could get anything, I'm not talking about props, I'm thinking anything that appeared in either Stargate or MacGyver, any weapon, tool or vehicle, what would it be? Well, why not ask for a Stargate? Une porte des étoiles, ce serait bien. Think of what you could do. You could go anywhere, do anything. Imagine les possibilités, on pourrait aller partout, n'importe quand, n'importe où. C'est génial. Ensuite, alors essayons le droit de la salle. Bah, parfait, nous avons un micro. Le micro. Bonjour. Je voulais savoir si dans la série Stargate SG1, il y avait des scènes, des répliques que vous aviez données en totale improvisation. In Stargate SG1, were there lines which you gave in complete ad-lib? In complete improvisation? Oh, I wouldn't say complete, no. I sort of had to learn to compromise. The white zone is for immediate loading and unloading. Never mind. What was the question? No, it wasn't completely improvised. But I had to learn to compromise with the writers and the producers because I grew up. My training was mostly in improv theater, but I did go to school for regular theater. But in the early days of Stargate, I would improvise too much to the point where, you know, it was just selfish indulgence on my part. And I had a talk with Brad Wright, the head writer at the time, and he said, you know, you're hurting us. And I understood what he meant. So started reading the scripts as they were written, and then get on set and change things a little bit and improvise. The rehearsals were the most fun because that's when I'd just go crazy. And, but it became a compromise. Alors non, il n'y a pas eu vraiment de répliques qui ont été faites en complète improvisation. Au début de la série, parce que de par son entraînement, en fait, il a fait quelques cours de théâtre, mais le plus gros de son entraînement en tant que comédien a été par des cours d'improvisation, beaucoup de théâtre d'improvisation. Donc dans les premières saisons de Stargate, il avait un petit peu tendance à se lâcher, à un tel point qu'il a eu une conversation avec Brad Wright, le producteur de la série, qui lui a dit « tu nous fais du mal là ».
Donc il a fallu qu'il trouve une sorte de compromis entre donc la volonté et la qualité d'improvisation de M. Anderson et le fait de respecter le script et respecter le texte. Donc au final, ce qui s'est fait, c'est qu'il récupérait les textes, les apprenait tels quels, et au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure des prises, arrivait à caler plus ou moins voilà, les parties d'improvisation dont il avait besoin pour prendre vraiment du plaisir à le jouer. Donc ça a commencé par presque trop d'improvisation par moment, et au final, ça s'est fini avec un compromis qui a vraiment créé le personnage tel qu'il est. What he said. Ensuite, nous avons... Oui, bonjour. C'est à propos de Stargate, toujours. Je voudrais savoir pourquoi, à chaque fois qu'il y a eu des accidents dans Stargate, ça tombait toujours sur lui et pas sur ses collègues. Quand il y avait des virus, des accidents ou autres, ça tombait surtout sur le général O'Neill. Je voudrais savoir pourquoi. Is this a train station? In Stargate AG1, there's some kind of gimmick. She has to repeat. So, in Stargate AG1, there tends to be a gimmick, which is every time there's an incident, an accident, a virus, anything wrong, it always fell on O'Neill. Well, most of the time. So why was that? Was that something from you, the writers? Wait, like what? Vous avez des cas particuliers? Well, the aging thing, for one. Yeah, that's one. What else? I don't remember being that sick that much on the show. It sounds like you're making him a hypochondriac. When it comes to injuries, wounds, or everything, usually it was you. Some were real and some were O'Neill. I don't know. I mean, O'Neill had a certain clumsiness to him. Perhaps. I don't remember being hurt that much. Because I could take it. Peut-être parce que lui pouvait l'encaisser, tout bêtement. Alors en soi, il ne se rappelle pas avoir été blessé tant que ça. Alors effectivement, c'est vrai que O'Neill avait un côté très maladroit. Effectivement, oui, aller caler sa tête dans une machine dont on ne sait pas ce que c'est et se retrouver avec un cerveau qui grossit 3 fois sa taille. Oui, il n'y avait que O'Neill pour faire ça. Mais non, il ne se rappelle pas particulièrement avoir été blessé plus que les autres. Hello. Mais voilà, donc oui, effectivement, il y avait un côté très maladroit dans le personnage d'O'Neill qui peut-être menait plus ce genre de situation que les autres, ou peut-être que c'est tout simplement, comme il est dit, que O'Neill pouvait l'encaisser et pas eux. Thank you, Ben. That's for you, son. Thank you. Merci. Ensuite, je vais finir rouge comme le tapis. Oui, par ici. I'm gonna end up as blushing as the carpet. Où êtes-vous, excusez-moi. Alors, le monsieur with the black shirt in the back. Hello Richard. Bonjour. Je voulais te demander si tu étais fan de Star Trek parce que tu as fait une référence à l'USS Enterprise dans l'épisode où il y a le Prométhée. Oui. Star Trek fan? Okay, thank you. Oh, no. There was a reference in Stargate SG-1 when the Prometheus appeared, and you made a reference, well, O'Neill made a reference to the Enterprise. I kept trying to do that, and they kept cutting it out in the edit room. But I thought, one of my best friends is Jonathan Frakes. And so I would always try to send signals to him through our show and see if he never did. He was too disciplined. I wasn't. But Non, a priori, il a essayé beaucoup de fois au niveau des auteurs, au niveau de la production, de faire beaucoup de références à Star Trek de par le format qu'avait Stargate SG-1 par rapport à la série d'origine Star Trek. Mais non, à chaque fois, dès qu'il essayait de glisser, encore une fois en improvisation, des petites références,
ça coupait au montage d'une manière ou d'une autre. Donc vu qu'un de ses amis, c'est Jonathan Frakes, qui faisait partie, si je ne me trompe pas, de la série d'origine, voilà, il essayait de tendre des petites perches, mais qui malheureusement n'ont jamais abouti. Bon appétit. Ensuite, où est passé le microphone? Ah, in the back. Hello Richard, thanks for coming. Je sais que vous participez à beaucoup de conventions et je voulais savoir comment vous viviez ça, parce que pour nous c'est juste incroyable de vous rencontrer, on vous adore tous. C'est énorme de venir ici, en échangeant avec les gens, on sait que certains vont poser des congés, faire des kilomètres, des distances énormes juste pour vous rencontrer. Et je voulais savoir comment vous viviez ça. Est-ce que vous étiez heureux qu'on ne vous ait pas oublié? Est-ce que vous étiez fier de vivre tout ça? Ou est-ce que, voilà, votre ressenti par rapport à ça et l'engouement des fans par rapport à votre venue? This one's a little bit more personal. Okay. Well, since when people come to conventions to see you, they do miles, they sometimes they just skip work, and just to see you, to meet you, to finally have the chance to talk to you. How do you feel about conventions? How do you feel about all this experience? Are you proud? Are you excited every time? Am I proud? That so many people were touched by your work. I'm an extremely proud man. Super fier. Hang on. There I am. Thank you. I love doing these conventions. I really do. Part of the reason is because by choice, I live kind of a quiet, reclusive life. Not reclusive, but private, very private. And my house looks out over the ocean, and I've got my dogs, and what was the question? So consequently, if I didn't come out and play like this and get to see everybody, I'd just be a hermit. So this venue is good for me. The thing that's so frustrating to me about all this, and you'll all understand, because you've all stood in lines forever and ever, and I hate that. I'm so sorry and apologize for the nature of popularity, I guess, for lack of a better word. I wish it, and not only that, but I wish I could spend more time with each and every one of the people that come for an autograph or a picture or whatever it might be. It gets, because I like meeting people, but the nature of these lines, there are so many people that have to get through that it becomes almost impersonal. Impersonal? Yeah. Yeah, impersonal. And like some of you are learning that I do like spending a moment or two at least making eye contact and saying hi. But again, there's so many. Anyway, I still like coming to them, and because I get to travel to places and not speak the language, which is frustrating too. My apologies for not speaking French. I'm embarrassed. Don't worry. What's that? I think they understood the fact that you are sorry for not speaking French. Among other things. Yeah. Alors oui, il adore et il est il est fier, oui déjà d'une, mais il est surtout touché par le fait de voir que autant de gens se déplacent encore pour être avec lui, pour le rencontrer, pour parler de son travail, etc. Et il est d'autant plus ravi parce qu'en fait, il a réussi, c'est un choix personnel et aussi un choix professionnel, il a réussi à garder une vie privée qui est restée très privée. Il n'est pas dans les tabloïds ni quoi que ce soit, mais il a une vie qui est presque par moments recluse. Sa maison donne sur l'océan et d'une certaine manière, si il a juste lui, sa famille, ses chiens, mais d'une certaine manière, s'il n'avait pas ces conventions, il n'aurait pas l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer des gens qui aiment son travail, qui veulent parler de son travail.
Mais il y a une sorte de dichotomie par rapport à ça qui est que, d'une certaine manière, de par comment fonctionnent ces conventions, que ce soit les européennes, les françaises, les américaines, il y a le principe de la file d'attente. Et c'est quelque chose qui lui brise le cœur parce que pour autant qu'il sait à quel point vous avez attendu des heures pour venir le voir, pour juste faire un contact visuel, juste faire un petit signe de la main, un petit bonjour, il adorerait pouvoir passer plus de temps avec chacun d'entre vous, chacun des personnes qui, comme vous l'avez dit, ont passé des heures à venir, que parfois ont posé des jours de congé, ont fait des kilomètres pour venir, ont attendu des heures dans la file d'attente. Il aimerait passer plus de temps, sauf que malheureusement, ce n'est pas comme ça que ces conventions fonctionnent. Il y a le principe de la file d'attente et il est vraiment, vraiment, vraiment navré de ne pas pouvoir passer plus de temps avec chacun d'entre vous, de pouvoir passer du temps même avec tout le monde, tout simplement. Voilà, et donc c'est quelque chose, mais après... Ces conventions lui permettent de voyager, de découvrir de nouveaux pays, de ne pas parler la langue. Et voilà, il est surtout voilà, très 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 désolé de ne pas pouvoir parler français aujourd'hui. Thank you. We have the gentleman in the middle. Hello, Richard. Hello. I will try to speak English for you. No, don't, please. No, it's not. It's not a problem for me. When you start Stargate, the Stargate franchise, what did you think when you first shoot the pilot for the first episode? What did you think first? What was your first idea when you come into the show? Well, well, before that, I mean, they had to hire me first. And the head of the MGM people who were making the show, I had worked for a man by the name of John Symes during MacGyver days over at Paramount. Went to MGM and he said, called me up and he said, I want you to do this, Ricky. I want you to do this thing. And it was Stargate. He sent me the movie. And what I saw and immediately was that the show of Stargate had the potential of becoming a franchise because you had on screen the greatest stage prop you could ever imagine, because, you know, through which you could go anywhere, which is why I want one. But I mean, the show would only end when they wanted it to, or when we wanted it to, because you could always create a new story by going through that Stargate. And we're only going to be limited by our imaginations, as they say. So the first day on set, I knew we were in for a good run. It's pretty obvious to me. Alors une des premières choses, bon déjà il a fallu que la MGM l'engage, donc il était déjà en contact avec quelqu'un avec qui il avait travaillé donc, pour MacGyver, le projet était passé de la Paramount à la MGM, qui donc ensuite donc, récupéré donc, les droits de Stargate pour donc, créer la série derrière, et en fait une des premières impressions qu'il a eues, au-delà du fait, de par le fait que la série avait sans doute un des décors les plus impressionnants et les plus palpables, les plus réels que la télévision pouvait offrir à cette époque-là, c'est aussi pour ça qu'il veut une porte des étoiles, entre autres raisons. Mais c'est surtout qu'il a senti, de par l'impact du film, de par l'échelle qu'avait le film et le fait de l'adapter à la télévision et d'y mettre autant de moyens techniques, c'est qu'il y avait de base potentiellement la chance et le moyen de faire non pas juste une série, mais une réelle franchise. L'univers était tellement grand et tellement vaste et tellement applicable qu'il y avait des millions de choses à faire. Il avait ressenti dès le début que la série ne s'arrêterait que lorsque la MGM le déciderait, ou lorsque eux le décideraient, dans le sens... Cette série pourrait ne jamais finir. Les possibilités étaient infinies. Et c'est quelque chose voilà, qui l'a beaucoup intéressé de base et qui a fait qu'il est rentré dans le projet Stargate SG1. What he said. Ensuite, où sont passés les micros? Ah, à gauche. Bonjour. Hello. Je voudrais savoir si vous comptez revoir l'équipe Stargate, c'est-à-dire que ce soit les scénaristes, les acteurs, les producteurs,
pour les 20 ans de Stargate SG1 l'année prochaine? Is there something planned for the 20th anniversary of the show? Do you plan on seeing the cast, the crew? Is there something that's in the works? I don't think so. I don't believe there's anything planned unless they're doing it without me. Those rotten little bastards. I honestly don't know. They might wait until 25. I don't know what's special about 20, but I don't know. You know more than I do. Are we? Oh, we are. We're having a 20th anniversary party. No, I don't know. A priori, s'il y a quelque chose de prévu, il n'a pas été prévenu. It would be nice. Donc, cette bande d'en pas fait, voilà, s'ils organisent quelque chose sans lui, c'est pas spécialement cool. Peut-être que ils attendent pour fêter les 25 ans plutôt que les 20. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial à propos de 20 ans. Peut-être pour les 25, mais a priori, s'il y a quelque chose de prévu pour les 20 ans, il n'est pas au courant. Ensuite. What? Ensuite? Hello? Hello? If you don't mind, I have two questions for you. The first one was, I heard rumors that Christopher Judge doesn't really like much playing his role as Tilk because he's more of a relaxed guy, whereas Tilk is more of a disciplined soldier. And my second question is, what is your favorite fishing place? Well, about Chris, I have no sympathy for him whatsoever. He's an actor. He's supposed to, yeah. My favorite place to fish. It's an odd question because I don't fish, but, well, that's not true. I scuba dive, so I think my favorite spot is the ocean. But I was pretty much into grabbing lobsters, you know, from lobsters, angoustines, is that right? Hey. I used to scuba dive and do that, but is that fishing, technically? Let's ask the crowd. Okay, so the ocean. Donc non, il n'a pas du tout la même approche que Christopher Judge. De certaine manière, de son opinion à lui, voilà, c'est le travail d'un acteur de s'adapter au personnage, peu importe le caractère qu'on a soi, voilà, c'est tel que le personnage est sur le papier, peu importe le caractère qu'on a, c'est limite plus il est éloigné, plus il est intéressant à jouer. Après, par contre, pour la question sur la pêche, alors à la ligne, pas vraiment. Il fut un temps où il faisait beaucoup de pêche, par contre, la pêche sous-marine, c'était tout ce qui était homard, langoustine et ce genre de choses, mais il ne sait pas si ça compte vraiment comme de la pêche. Alors par contre, on a une petite surprise pour Monsieur Anderson. We have a little surprise for you. On va lui présenter quelqu'un en fait avec lequel il travaille depuis pas loin de 20 ans maintenant, mais sans vraiment s'en rendre compte. It's someone we have someone to introduce to you, someone you've been working for the past 20 years without really knowing it, which is Monsieur Edgar Givry, the man who's been dubbing you for 20 years. Oh, I know Edgar. Yay, Edgar! Why don't you take over? Yeah. Speak to me. Yeah. Speak for me. You can speak, I make the translation. Now speak to me, Mac. No. I'll pretend like I'm talking, you do my voice. Okay? Yeah. Bonjour tout le monde. Vous connaissez Mac? Mon grand-père disait toujours, ne fais jamais ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Not even close, but thank you. Edgar! This man made me sound so sexy over the years. Il a rendu ma voix tellement sexy. Thank you so much. Thanks to you. I'll try to go back to work so you can, Yeah. do me again. With pleasure. Okay, it's a done deal. Bye. Au revoir à tous. God bless. Merci beaucoup, Edgar Givry. Unfortunately, this is all the time we have. This was a little... What? Okay. How did it feel to realize that the voice that you have in another Oh, language? I met Edgar before, and I was
I was kissing his feet. He was so, I mean, seriously, didn't he sound a lot better than my voice? Sa voix était pas mieux que la sienne? No, it was not. He sounded so good like this. Je n'ai pas qu'est-ce que c'est, Chevalier de Molière. Oui. Est-ce que tu... What if I just suddenly spoke French? Would you guys be pissed? Listen, I don't know if you can translate this fast enough, but I want to thank everybody. This is probably the last public time I get to speak to a big bunch of you. But again, remember that I wish I could spend more time with everyone, and I apologize for lines and lines. But I've so had a great time in Toulouse this weekend. It's, I didn't expect it, really. I didn't know it was this big an event. And, but for some reason, it seems more intimate than the size of it would indicate. Did that make any sense? That made no sense. But thank you all for your hospitality, and I'll see you again soon. Yes? N'imaginez pas que l'événement aussi grand pourrait être aussi intime. Il est désolé pour les files d'attente. Il a eu un moment merveilleux avec vous ce week-end. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup du fond du cœur. Il vous a adoré ce week-end. Merci beaucoup.